Hello, c'est Max et bienvenue pour ce 32e épisode avec Cyril Saulnier. Notre invité vit et entraîne aux États-Unis où il se sent comme un poisson dans l'eau depuis un moment après avoir eu une honorable carrière de joueur de tennis pro qu'aurait pu ne jamais voir le jour puisqu'il a coupé à un moment donné avec le tennis pour se consacrer au foot. Il a seulement décidé de se professionnaliser à 19 ans en rejoignant une team à Marseille composée d'un certain Seb Grosjean ou encore Arnaud Clément qui lui ont permis de se forger mentalement et de s'armer du mieux possible pour la suite de sa carrière. Vous êtes nombreux à nous indiquer dans le sondage qui est en description à vouloir travailler d'un point de vue mental. Et ça tombe à merveille puisque Cyril aborde le sujet en nous confiant avoir fait passer son jeu dans une autre dimension grâce à sa gestion des émotions à une époque où la démarche était plus pointée du doigt qu'autre chose. Il nous raconte comment ça lui a permis de trouver une stabilité dans son niveau de jeu et de sortir d'une très longue série de défaites au premier tour. Cyril nous confie ce que ça faisait de jouer de Roddick et son service de plomb à l'époque. Il a d'ailleurs une anecdote sympa avec l'ancien numéro 1 mondial à la fin du tournoi. Saulnier a joué ou côtoyé quelques légendes de ce sport comme Agassi, Sampras, Hewitt, Nalbandian, Kuerten, Edman, Greg Rusedski ou encore Louis Sorna. On parle prize money et de ce qu'il lui restait à la fin de la saison à une époque où les gains étaient divisés par 3, voire 4 comparés à aujourd'hui. Cyril vit depuis presque 20 ans en Floride et travaille maintenant en étroite collaboration avec Seb Grosjean, directeur du tournoi de la semaine à Montpellier, l'Open Sud de France. C'est d'ailleurs intéressant, il nous parle de la différence de mentalité entre les franchouillards et les amerlocs, et ça remue. Cyril est également passé par l'Égypte pour entraîner, il a roulé sa bosse comme on dit, et s'est occupé entre autres pendant 6 ans de Sofia Kenin qui a gagné l'Open d'Australie 2020, Naomi Osaka, la nouvelle patronne du circuit pendant 1 an et demi, ou encore les Canadiennes Jenny Bouchard et Bianca Andreescu. Je vous demanderai une petite tolérance pour la qualité du son qui est pas folichonne. J'ai appris à mes dépens qu'il valait mieux éviter les écouteurs sans fil. Heureusement, vous le verrez ou l'entendrez, Cyril les enlève à un moment donné. Et j'ai entre-temps tourné plusieurs épisodes avec des préparateurs mentaux qui arrivent et je vous ai fait une synthèse de 7 conseils récurrents pour muscler votre mental sur un cours de tennis. C'est cadeau et c'est en lien, en libre accès dans la description de l'épisode. Sachez que vous devenez une légende dans notre cœur en nous mettant 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast, sur YouTube ou sur les deux, ça nous aide comme jamais à faire connaître la chaîne. Place au 32e épisode avec Cyril Saulnier. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Salut Cyril. Salut Max, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, tu m'entends bien? J'entends nickel, impeccable. Allez, c'est parti. Alors Cyril, t'es né le 16 août 75 à Toulon. T'habites aujourd'hui Boca Raton en Floride où tu joues toute l'année en extérieur. Tu mesures 1,91. T'as une sœur plus jeune que toi. T'as commencé à jouer au tennis à l'âge de 6 ans avec tes parents. T'adorais également le foot et t'as seulement fait un choix entre les deux à 17 ans. T'as été joueur de tennis pro de 96 à 2009, coaché par Lionel Zimbler entre autres. 48e joueur mondial à ton meilleur en 2005. Droitier, revers à une main. Ton coup fort était le coup droit et ta surface préférée le dur. Yannick Noah était ton idole d'enfance. T'as fait finale en 2005 à San José aux US contre Roddick, en sortant des gars comme Jiří Novák, 26e mondial, Vince Spadea, 19e, Jürgen Melzer, 36e. Andy, lui, était numéro 3. À l'Open d'Australie en 2004, tu bats ton unique top 10, Guillermo Coria, qui était numéro 4 mondial, en 3-7 secs, 7-6, 6-2, 6-4. C'était un peu ton souffre-douleur, puisque tu l'avais aussi sorti à Bercy la même année. Tu as participé à 21 tableaux en Grand Chelem et gagné 3 challengers, dont celui d'Orléans en 2005, contre Mahut en finale. Suite à ton retrait des cours, tu as dans un premier temps travaillé avec la Fédé en accompagnant Olivier Patience et Florent Serra sur le circuit. Tu as travaillé pour la Ligue de Côte d'Azur, puis en Égypte aussi un temps avant de revenir aux États-Unis avec ta famille. Tu as été directeur et entraîneur à la Pro World Tennis Academy à Delray Beach en Floride, un gros complexe de 30 cours à 1 heure de Miami où résident entre 25 et 30 jeunes à l'année et quelques pros avec des passages de Kevin Anderson, Ivo Karlovic, Golubev, Ryan Sweating. Seb Grosjean intervenir en tant que consultant. Aujourd'hui, tu es chez Tenium USA au Boca West Country Club, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Tu dis dans une interview pour We Love Tennis avoir choisi les US à cause du manque d'opportunités liées à tes compétences en France. Tu pointes aussi du doigt la faible, voire inexistante ouverture d'esprit de certains dirigeants, trop conservateurs à ton goût. Tu dis aussi que le français a la cote aux US dans le monde entier. Cependant, qu'il ne faut pas compter ses heures, qu'il y a très peu de vacances et qu'il faut savoir être commercial et rester en contact avec sa clientèle car la concurrence est rude. Au vu de ta photo WhatsApp, tu sembles être amateur de cigares. Il semble que tu joues également au golf. Tout à fait. Tu as 2 filles. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose de primordial à ta présentation, Cyril? Non, globalement,
tu as bien résumé. Juste une petite modif au niveau de ma période où je suis revenu aux US, effectivement. Donc, j'étais directeur entraîneur à Pro World, à l'Académie Pro World. Là, on avait, sur cette académie-là que j'ai dirigée, on a eu jusqu'à 60 joueurs. Ah ouais, gros projet. Donc, peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard dans la discussion. Donc, voilà, ça a été une grosse étape ici, là, pendant 6 grosses années. Mais ensuite, aujourd'hui, là, depuis 1 an et demi, je bosse avec Tenium et notamment avec Sébastien Grosjean. On a démarré ce programme-là à Boca West Country Club. Et là, on a effectivement entre 25 et 30 joueurs. Et ça reste une petite structure. Ok, merci de la précision. Voilà. Du coup, de 6 à 17 ans, tu hésites entre le foot et le tennis. Qu'est-ce qui t'a fait trancher pour l'un plutôt que l'autre? Je sais pas, probablement, je ne pourrais pas vraiment dire aujourd'hui, mais je crois qu'il y a certainement une sensibilité plus importante pour le tennis. Mon amour pour le tennis, je pense, m'a guidé à ce que j'opte pour cette solution, tout simplement. Alors que bon, j'aimais énormément aussi le football, le sport d'équipe et tout ça. Je crois que ça procure des émotions et des sensations incroyables, mais bon, probablement, j'étais un peu plus individualiste à ce moment-là et ça m'a permis de choisir le tennis. A priori, c'était assez kiff-kiff au niveau du niveau de jeu. Justement, tu aurais pu prétendre à devenir pro de foot aussi, non? C'est pas ça? J'étais encore loin de ça, mais bon, j'étais dans les sélections nationales, sélection Méditerranée, au niveau du foot, donc bon, il y avait des qualités. Après, bon, il aurait fallu effectivement aller beaucoup plus loin, mais bon, voilà, il y avait des disponibilités, des prédisponibilités qui étaient intéressantes. Est-ce que tu peux nous refaire ton évolution au classement français de non classé à numéroté? Waouh. Oui, je peux faire ça. J'ai démarré, en fait, mon premier classement avait été à les 35. En fait. Je devais avoir, Être solide à 35. ouais, je devais avoir 11 ans, quelque chose comme ça, 11 ou 12 ans. Ensuite, je suis monté peut-être à 30, et 30, 15, 3, 15, 1, il me semble, 4, 6. Ensuite, j'étais à 1, 6. J'ai fait moins 4, moins 15. Et ensuite, j'ai fait, je crois, il me semble, 3 années à moins 30. Donc, j'ai eu une année où j'ai été blessé, où j'ai pas joué. Après, je suis passé promo. Et ensuite, c'est vrai que c'est là où ça a démarré de promo. Je sais plus exactement combien j'étais, 45 ou 46. Et après, ouais, je suis rentré dans les 20 premiers, ouais, jusqu'au meilleur qui a été 5e. Et entre quatrième, troisième, seconde série, tu te situais où par rapport aux meilleurs français? Alors bon, j'étais parmi on va dire jusqu'à 15 ans, j'étais dans les 2-3 meilleurs de la Ligue de Côte d'Azur. Ensuite, j'ai perdu un petit peu pied, on va dire à 16, 17, où bon, mon cœur balançait un petit peu entre le tennis et le foot. Donc il y a eu un moment donné où j'ai stoppé un peu à jouer pendant, on va dire 6-8 mois à jouer au tennis. Donc j'ai consacré plus de temps au foot. Et donc là, bon, j'ai perdu un petit peu effectivement de terrain. 1 ou 2 années après, j'avais eu l'occasion. Georges Goven à l'époque avait fait un rassemblement de 15 jours à Roland-Garros et notamment on était un groupe où il y avait Olivier Malcor, il y avait Grégory Caraz, il y avait Maxime Huard, le plus jeune, il y avait Maxime Boyer, Rodolphe Cadar. Donc voilà. Donc moi je me situe dans l'année 75, c'est Caraz. Il me semble qu'Olivier Malcor est de la même année, Maxime Huard était de 76. Donc voilà, donc c'était vraiment le groupe de tête. Voilà, moi j'étais un peu derrière, mais j'ai bien rattrapé. Tu jouais quel poste au foot? Au foot, j'ai commencé à jouer numéro 9 devant. Ensuite, petit à petit, hop, j'ai reculé. J'ai joué après numéro 10. J'ai terminé libéraux, quoi. Voilà, derrière. Ça t'a fait parce que même si tu as pris un peu de distance avec le tennis, ça t'a fait une bonne caisse physique et niveau coordination, tu penses que ça t'a aidé pour le tennis ou pas forcément? Ouais, définitivement. C'est clair que ça m'a aidé. Sur le plan de la coordination, je pense l'anticipation, physiquement. T'as joué les juniors? Alors non, moi j'ai un parcours un peu, on va dire atypique. Hein. J'ai pas du tout joué en junior, non, pas du tout. Pourquoi? C'était quoi le parti pris? Je pense qu'à un moment donné, je veux dire à mon époque, je sais pas, 16, 17, dans ces eaux-là, il y avait joué en junior, on parlait pas tant que ça, à moins d'être vraiment dans les tout meilleurs. Il y avait vraiment les tout meilleurs qui jouaient les juniors. Et moi, écoute, j'étais vraiment, moi je jouais tout l'été.
tous les étés, je jouais les tournois dans le sud de la France. Voilà, il y a un nombre de tournois incalculable. C'est vrai que pendant 2 mois, je jouais tous les tournois de la côte. Donc, ça me permettait d'avoir un grand nombre de matchs, pouvoir jouer. J'arrivais à faire de bonnes performances. Et ce qui m'a permis, on va dire, chaque année de pouvoir améliorer mon classement. Donc, c'était intéressant. Ton tout premier point ATP, tu l'as eu à quel âge? Et tu peux nous le raconter? Bien sûr, bien sûr. Alors, mes premiers points, en fait, mon premier satellite, donc c'était les satellites encore à l'époque. Je venais juste d'avoir 18 ans. Je venais d'avoir ma voiture et je suis parti en Espagne. C'était un circuit exactement à Murcia. Et donc, bon, j'étais en qualif. C'était 4 tours de qualif. Donc, j'avais joué les 3 premiers tournois et je m'étais pas qualifié. J'avais perdu 2 fois au dernier tour des qualifs. Donc, j'avais malheureusement gagné aucun point ATP. Et sur mon deuxième tournoi satellite, qui était au Maroc, j'ai pas eu un seul point, mais j'ai réussi à avoir 4 points ATP quoi, sur ce circuit-là. Donc, ça, c'était à l'époque, c'était assez. Donc, j'avais 18 ans et c'était à l'époque qu'il y avait Nicolas Escudé, qui avait gagné ce circuit-là, qui était avec Jérôme Potier. Donc, c'était un petit peu le début du Scud, un petit peu dans sa phase montante. C'est bon ça. T'avais dit quoi à tes parents du coup à 18 ans? Je me lance, j'y vais. Sur ce point-là, avec mes parents, en fait, on avait discuté. Moi, ce que je voulais, c'était passer mon bac et ensuite me donner 2-3 années pour jouer au tennis et voir jusqu'où j'étais capable d'aller. Donc ça, c'était on va dire l'objectif ultime. En fait, je me suis rendu compte que donc j'ai pas passé mon bac. Enfin, j'ai fait 2 trimestres de première et puis j'ai dit à mes parents les études c'est pas mon truc, je veux jouer au tennis. Donc ça a été un peu surprenant, un peu dur pour mes parents, mais je crois qu'ils avaient totale confiance en moi et voilà, donc ils m'ont poussé dans ce sens-là et à partir de là donc j'ai commencé à m'entraîner tous les jours, suivre un programme tennis physique, avoir un petit peu l'évolution. Bon, il y a eu des blessures au début sur les 2 premières années. Donc, bon, c'est vrai que quand on démarre comme ça, ton corps est pas prêt. Donc voilà. Donc, il y a des déséquilibres. Ça entraîne, bien entendu, des blessures. Et bon, ben voilà, c'est toute une formation qui est à faire. Et donc, voilà pour la petite anecdote du moment où j'ai vraiment commencé à jouer au tennis à fond, quoi. Une rapide pause pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne YouTube et de récupérer vos 7 clés pour muscler votre mental en match. Le lien est en description. Allez, on y retourne. Et t'es parti, que ça soit à Murcie, en Espagne ou au Maroc, t'es parti avec quel argent? Alors, j'ai eu la chance que mes parents effectivement pouvaient subvenir à ce projet-là. Donc voilà, donc ça a facilité énormément les choses. Et c'était quoi le deal? Ils te filaient une enveloppe annuelle et tu gérais ou comment t'étais organisé d'un point de vue financier? Voilà, c'était en fonction des tournois qui étaient planifiés. Il m'attribuait ce qui était nécessaire. Honnêtement, il n'y avait pas vraiment de budget. Il fallait que ça reste effectivement dans un cadre, mais c'était tel tournoi, je partais sur 3-4 semaines. Bon, ben voilà, il y avait des fonds qui étaient à disposition Et, pour pouvoir me permettre le maximum. et tu partais tout seul? T'étais pas trop solo, quoi, isolé? Non, 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 non. Pareil, j'avais la chance d'avoir mon entraîneur qui était à l'époque. Bon, j'ai eu le même entraîneur de mes débuts de 4-5 ans jusqu'à 19 ans, qui était Edmond Gracian au tennis club de Saint-Cyr dans le Var. Donc voilà, lui m'accompagnait. Il m'a pas accompagné sur tous les tournois, mais il y avait, on va dire la quasi-totalité. Comment t'as vécu la traversée de cette jungle un peu des satellites jusqu'au Challenger? Combien de temps ça t'a pris? On va dire que ça m'a pris un petit peu de temps, jusqu'à 19 ans. J'ai joué pas mal de satellites. Ensuite, ça a basculé un petit peu ça a basculé sur les futurs. Et ce qui a été, on va dire, un déclic pour moi, c'est qu'à 19, j'ai changé. Je sentais que j'étais arrivé un petit peu, on va dire, au bout, avec mon entraîneur de mes débuts et j'avais besoin de quelque chose de supplémentaire, on va dire une vision, on va dire à plus long terme sur le haut niveau. Qu'est-ce qui était important pour le haut niveau. Donc à ce moment-là, je suis parti à Marseille, tennis club du Williams, donc avec Bernard Fritz, qui à l'époque était l'entraîneur de Sébastien Grosjean et de Arnaud Clément. Ouais. Donc là, ça a été intéressant parce que voilà, donc je m'entraînais tous les jours avec eux, donc j'étais plus, on va dire, un sparring partner, mais Bernard, m'aidait énormément et ça m'a permis d'être plus ambitieux. Il y a eu une
programmation de tournoi qui a été beaucoup plus ambitieuse aussi. Et Bernard, il m'a dit, écoute, voilà, il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça. Et le fait, voilà, aussi de voir Sébastien et Arnaud jouer des tournois beaucoup plus importants, m'a fait prendre conscience que c'était effectivement vers quoi je voulais aller. Et j'ai commencé à jouer quelques challengers, des qualifs. Et puis, tu vois, à ce moment-là, je vais te dire, j'étais aux alentours de la 450e, 500e place. Et donc, je joue ce tournoi l'été en Espagne, qui est un tournoi qui s'appelle c'est Ségovie, qui est un petit peu en altitude, qui est pas sur terre battue, mais qui est sur dur. Et donc, je pars tout seul jouer ce tournoi. Et donc, je joue les qualifs. Et puis, je me retrouve à me qualifier. Et puis, je passe un tour dans le tableau, un deuxième, un troisième. Et puis, je me retrouve à gagner le tournoi. Et donc là, ça a été on va dire, le déclic, puisque de 450, je me retrouve aux alentours de la 200, 210, 215e place mondiale. Ouais. Et puis, je joue mon premier tournoi du Grand Chelem, qui est l'US Open. Et je me qualifie. Je perds le premier tour. Donc voilà, tout a démarré à partir de là. Il y a eu un enchaînement qui a été assez rapide dans sa globalité. Avant de passer sur le circuit principal qui est un peu plus cosy en termes de conditions de jeu, est-ce que tu te souviens de ta pire galère sur ce circuit secondaire où parfois les lignes sur terre battue peuvent être à la chaux ou un trajet de bus où tu as mis 15 heures en Inde, un truc vraiment Ouais. horrible. J'ai jamais été joué de satellite en Inde ou de futur en Inde ou dans des tournois où c'était compliqué. Ce que je pourrais peut-être dire où ça a été un petit peu compliqué, c'est que j'avais joué un futur. Enfin, ouais, c'était un futur ou encore un satellite. Je crois que c'est encore un satellite. C'était en fait à l'époque, c'était en Finlande. Il y avait un satellite en Finlande. Ça avait été un peu galère en termes de conditions de jeu. Notamment, il avait pleuvé énormément, des terrains très lourds avec des balles, tu peux savoir, bien mouillées, donc qui avancent pas. Période où il faisait jour tout le temps, donc c'était très compliqué de pouvoir dormir. Sur ce satellite-là, à l'époque, j'étais avec, ce que je me souviens, il y avait Grégory Caraz, il y avait Malcor, il y avait aussi Jérôme Loustalo, qui était un peu plus vieux, qui est un gars qui a été en première série. Donc bon, c'était voilà, c'est un peu des anecdotes où on avait passé voilà, des bons moments. Mais voilà, des fois, c'était effectivement, ça peut être compliqué pour avoir des terrains, pour pouvoir s'entraîner, pour avoir des balles, des bonnes balles. Mais en termes de voyage, conditions extrêmes de jeu, je pense que j'ai été assez chanceux de ce côté-là. J'ai jamais eu de mauvaises ou très mauvaises expériences. Donc si j'ai bien compris, c'est un peu l'association avec Bernard Fritz et le contact avec Seb Grosjean et Arnaud Clément de voir leur ambition qui t'a un peu drivé sur cette voie-là, quoi. C'est ça? Complètement. C'est ce qui m'a fait effectivement prendre conscience on va dire, de certaines choses. D'une part, quel était le but ultime? C'était effectivement de jouer à haut niveau, de pouvoir jouer les meilleurs tournois du monde. Donc voilà, donc je pense que le fait d'avoir un entraînement ambitieux, une programmation de tournois ambitieuse, avec deux gars voilà, qui étaient déjà en haut sur le plan des juniors et qui commençaient leur carrière sur le circuit m'a vraiment boosté et ça m'a permis d'accélérer le processus. Ça c'est clair. Et je pense que ce qui est important, qui a fait aussi, c'est comme on en discutait, tu peux pendant des années jouer des satellites ou jouer des futurs, suivant les endroits où tu peux aller, c'est compliqué, tu peux pas trop t'entraîner. Au niveau des balles, tu as trois balles pour t'entraîner et tu veux t'entraîner 2 fois dans la journée, tu as toujours les mêmes balles, tu as des balles pourries. Voilà, les conditions sont pas excellentes. Tu joues dans des endroits où des fois il fait super froid, ou comme tu l'as expliqué aussi, tu peux te retrouver en Inde, avoir des terrains en terre battue, c'est à la chaux, tu joues sur de la bouse de vache ou des trucs comme ça. C'est des conditions extrêmes qui sont compliquées. Donc le fait d'avoir effectivement jouer des tournois, être un peu plus ambitieux et d'avoir joué des qualifs au début, même si c'était pas forcément mon niveau, mais bon, j'ai été et j'ai vu ce qu'il en était et c'est vers quoi je voulais vraiment aller et ça m'a permis de prendre conscience que voilà, c'était ça que je voulais faire, c'était là où je voulais être et bon, ça m'a fait prendre conscience de certaines choses et ça m'a boosté. Donc des fois, je pense le fait des fois on a un peu stéréotypé sur le fait de se dire bon ben voilà, entre tel ou tel classement, je vais devoir à me consacrer pendant un certain temps à jouer des futurs et après un certain classement, ça va me permettre de jouer des challengers. Mais bon, une fois que j'ai joué des challengers, ok, ça va me permettre.
Je pense que voilà, il y a comme on le sait, dans le calendrier, il y a des périodes de l'année où c'est plus facile de rentrer dans des qualifs de challenger. Il faut prendre son courage à deux mains et y aller, même si on pense que peut-être que le niveau est un peu plus élevé, mais pas forcément, pas forcément. Et on s'en rend compte que des fois, dans les futurs, le niveau est bon, très bon. Il y a des jeunes, des un peu moins jeunes qui jouent vraiment très très bien. Et bon, le fait d'aller jouer des challengers, peut jouer le même type de joueur. Voilà, des fois ça passe. Il y a un nombre de points qui est plus important et surtout surtout des conditions de jeu qui sont bien meilleures. Tu commences à avoir des juges de ligne, il y a les arbitres. Donc voilà, c'est vraiment dans un environnement qui est complètement différent, quoi, qui est beaucoup plus professionnel, qui est vers quoi tu veux aller, tu as tes rêves, tu vois les autres jouer à la télé, les grands chelems, les gros tournois, les Master 1000, ainsi de suite. Donc c'est vers quoi tu veux aller et ça te booste, ça te booste. Donc c'est ce qui a fait, c'est ce qui a été voilà un effet important chez moi. C'est bon ça. Dès l'instant où tu t'es lancé sur le circuit, c'était quoi justement ton rêve, ton Graal à toi? Alors, mon rêve, c'était de rentrer dans les 100 premiers. Voilà, ça, c'était mon premier objectif. De me donner les moyens de pouvoir voilà, rentrer dans les 100 premiers. Tu t'en souviens justement de ce passage précisément? À quel moment ça s'est passé? Est-ce que tu as ressenti? Ouais, je m'en souviens parce que bon, j'ai eu pendant trois ans où mon classement a été entre 110 et 120, 110, 130 dans ces eaux-là, où je jouais pas mal de grands chelems, pas mal de matchs de qualif, je me qualifiais. Bon, j'avais toujours un petit peu de mal, passer un tour ou deux, mais bon, je perdais au premier tour. Donc, c'était assez compliqué un petit peu pour moi de passer un peu ce cap. Je pense que ça a été beaucoup plus sur le plan mental, voilà, de pouvoir voilà accepter que voilà j'étais à ma place, accepter que je n'étais pas obligé de jouer à chaque fois mon meilleur tennis pour gagner des matchs. Donc voilà, et notamment dès que je jouais des meilleurs joueurs, essayer voilà, de rester à ma place, de jouer mon tennis et de pas voilà surjouer. Donc ça a été sur le plan mental. Mais effectivement, donc c'était le jour où je suis rentré dans les 100 premiers, c'était à Newport. C'était le tournoi de Newport sur gazon. Je crois que j'avais fait quart ou demi, quelque chose comme ça là-bas. Donc c'est là où ça m'avait propulsé effectivement dans les 100 premiers. Donc, T'avais bu une bonne bouteille ou t'as enchaîné comme si de rien n'était? non, j'avais enchaîné. Je crois que j'avais enchaîné. C'est vrai que voilà, j'ai été pris par voilà, par cette dynamique-là et c'est vrai que les choses c'était plutôt bien enchaîné. Donc ouais, c'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs. Ton coup le plus naturel, c'était lequel? Ah, mon coup le plus naturel, c'était le revers. Ça a T'as été le toujours revers. été à une main? Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais démarré à deux mains. J'avais démarré à deux mains et il me semble, je crois que c'est aux alentours des 9 ans où j'avais commencé à basculer à une main. Je sais pas exactement pourquoi. Il faudrait que je demande à mon entraîneur de mes débuts, quel a été voilà, le signe déclencheur, pourquoi des deux mains je suis passé à une main, parce que et c'est marrant, il y a quelques temps de ça, là, je crois qu'il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être quelques semaines, il y a quelqu'un effectivement qui m'a posé la question, est-ce que tu as déjà joué à deux mains au début, pourquoi tu es passé à une main, quels ont été les signes, ainsi de suite. Donc il faudra que je demande pourquoi, quoi. J'ai demandé à Cyril, du coup, de se renseigner. Il m'a répondu ce matin, ça tombe à merveille. La réponse est assez courte mais concise. Il me répond pas assez d'amplitude, slash relâchement et difficulté à jouer les balles basses avec revers à deux mains. Donc je suis passé à une main. Voilà. Tu disais que quand tu es passé dans le top 100, tu as accepté de gagner des matchs parfois en jouant un peu moins bien. Donc ça, c'est peut-être une prise de conscience mentale. Mais quelle a été la manière dont tu as fait évoluer ton jeu avec le temps? Quelle lacune t'as comblé? En quoi t'es devenu plus solide? Alors, je dirais ce qui est étonnant, c'est que sur le début de ma carrière, j'ai, on va dire, plutôt bien joué sur terre battue. Donc, j'ai gagné, voilà, notamment, bon, les 4 premiers points, je les avais pris voilà, sur terre en Espagne, au Maroc, pardon. Ensuite, en Italie, j'avais gagné un futur sur terre battue. Et donc, j'ai eu quelques résultats intéressants sur terre battue. Donc, mon jeu s'adaptait plutôt bien à la terre battue. Et ensuite, pour revenir à ce que tu dis en termes d'évolution de mon jeu a évolué d'une certaine manière où je me suis senti beaucoup mieux sur dur. Bon, j'ai appris sur dur aussi à jouer, hein, mais va savoir pourquoi. Mon jeu a pris une dimension où sur dur, je me sentais super à l'aise. On va dire, j'ai pu développer un jeu. Alors, j'ai toujours été offensif, toujours aimé venir au filet, même si j'ai eu l'occasion de faire service volé, mais c'était pas super important
dans mon jeu, mais toujours effectivement être offensif, diriger le jeu avec mon coup droit. Enfin, j'ai toujours été et mon revers qui a été beaucoup plus solide, que ce soit mon revers lifté ou un très bon revers slicé. Donc ça a été important, mais je pense que dans l'évolution de mon jeu, où j'ai beaucoup mieux joué sur dur que sur terre battue, où à un moment donné, voilà, ça a été problématique pour moi parce que bon, la période sur terre était très compliqué, honnêtement, était très compliqué. Donc c'est dommage parce que je pense que ça m'a limité à un moment donné dans l'évolution de mon classement. Ouais. Quand tu as la période sur terre où tu gagnes juste 2-3 matchs, c'est vrai que ça te permet pas effectivement d'avancer fortement au classement, mais pour revenir dans cette évolution, je pense que ça a été beaucoup sur le plan mental. J'ai beaucoup travaillé psychologiquement. J'ai eu de l'aide de l'extérieur, de certaines personnes qui m'ont permis de mieux me connaître sur le plan mental, de mieux gérer mes émotions, de mieux me structurer. D'avoir une meilleure compréhension de moi-même. Tout ça a fait évoluer mon jeu, m'a fait évoluer en tant que personne et j'ai pu optimiser au maximum mon jeu. C'était assez précurseur, je pense, d'avoir un prépa mental à cette époque-là. C'était ton coach qui te l'avait recommandé, c'est toi qui allais le chercher. Comment ça s'est passé? Ah, c'était pas évident de passer on va dire, ce cap-là. Parce qu'à l'époque, effectivement, c'était un peu un signe de faiblesse. Tu vas voir un psychologue ou tu vas faire ceci, cela sur le plan mental, mais non, c'est pas ça. Donc c'était assez rédhibitoire sur mon premier coach. Je crois qu'après il y a eu une certaine ouverture d'esprit, voyant l'impact que ça pouvait avoir. Donc en fait, j'avais travaillé beaucoup sur la sophrologie au début, beaucoup sur de la visualisation. Donc ça a été bénéfique jusqu'à un certain point. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé en préparation mentale, notamment en PNL, avec Anthony Giraud, qui est reconnu sur le plan mondial, notamment qui a travaillé avec la Fédération française de tennis, qui a travaillé dans beaucoup d'autres disciplines. Donc voilà, lui m'a énormément apporté pendant six grosses années, quoi. Et concrètement, la PNL sur le jeu, si tu peux nous donner un ou deux repères, en quoi ça te servait à un moment donné? Ce que je dirais, moi, ce qui m'a, voilà, c'est comme je te l'ai dit un peu plus tôt, c'est vraiment se connaître, on va dire, arriver à se structurer mentalement, contrôler ses émotions, avoir des routines, ne pas avoir peur qu'à un moment donné, certaines émotions reviennent, mais voilà, il y a une technique pour pouvoir faire face, accepter. La visualisation a toujours été quelque chose que j'ai énormément fait. Donc, ça peut être dans l'évolution d'un coup, se voir jouer un tournoi, se voir gagner. C'est très puissant comme technique et encore une fois, je pense qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de monde qui utilise ce genre de technique. Il y a je pense une ouverture beaucoup plus importante. Il faut l'ajouter. Je pense que c'est un complément très important à tout sportif dans toute discipline. Il faut avoir accès et être ouvert à ça. Physiquement, tu bossais comme un monstre ou tu te situais où? Oui, je bossais. J'ai beaucoup bossé. Je pense que j'ai pris honnêtement énormément de retard entre 15 et 20 ans. Je travaillais physiquement, mais bon, très peu en musculation. Voilà, c'était beaucoup quand même sur le plan cardio. Donc c'était à l'époque avec effectivement des low footing. Je pense que ça m'a pas forcément aidé. Parce que bon, j'ai jamais été un gabarit super rapide, donc j'ai probablement développé des fibres un peu lentes à cette époque-là. Quand on sait que bon, la période de développement d'un athlète dans la tranche 15-20. Après, je veux dire, j'ai rattrapé, j'ai fait ce qu'il fallait pour optimiser mon physique, voilà, avec les techniques qu'il y a eu à ce moment-là. Mais bon, non, j'étais assidu. Ça, j'ai toujours été un bosseur, un gros bosseur sur le plan physique, du tennis, du mental. À un moment donné, j'ai exploré aussi sur la partie nutrition. Et t'es grand, tu sers bien, t'as une bonne volée. Pourquoi t'as pas plus joué au double sur le circuit? Alors, tout simplement, ma priorité était le simple. C'était plus important pour moi que jouer le double. J'ai joué le double aussi un petit peu, mais beaucoup moins que le simple. Jouer un simple, tu gagnes, tu dois repartir sur le terrain 1 heure et demie après. Bon, j'estimais qu'à un moment donné, ça pouvait aller à l'encontre de me desservir, quoi.
crois que 2004-2005, c'était les meilleures années. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu les moments forts de ta carrière? Que ça soit, est-ce qu'on peut commencer avec ce match contre Coria à l'Open d'Australie? C'était en 2004. Tu colles 3-7 à Coria. Est-ce que ça faisait partie de ces jours où on est injouable? Oui et non, je vais pas dire que j'ai joué un tennis comme ça peut arriver où tu fermes les yeux, il y a tout qui rentre. Non, je crois que j'ai été très solide à ce moment-là, très en contrôle de mon jeu, très en contrôle de l'événement, bien dans le moment présent, pas d'excitation supplémentaire à tel ou tel moment. Je crois que c'est ce qui a fait que voilà, j'ai gagné ce match en 3-7 tout simplement. Le tournoi à San José qui est assez, qui est un moment marquant de ta carrière. Est-ce que tu peux nous refaire le film, savoir comment tu te sentais avant? Est-ce que tu avais bien joué les semaines d'avant? Comment t'es arrivé et comment tu as vécu la semaine? Si tu peux nous faire un petit résumé imagé. Ouais, non, je crois que mon tennis était arrivé à, je vais dire, à maturité. Je pense que mentalement, voilà, je devenais je pense, de plus en plus constant, quoi. Donc, c'est ce qui a fait que, je pense, je suis arrivé sur ce tournoi en étant concentré, même chose, en prenant match après match, en étant, voilà, minutieux sur mes routines, sur ce qui était important pour moi, ce qui me permettait d'être voilà, d'être dans de bonnes conditions voilà, physiques, tennistiques, mentales, sur le court et en dehors du court. Et je crois que voilà, la mayonnaise a bien pris sur cette semaine. Voilà, je crois que ça a été un match après l'autre, en essayant de donner le maximum, sans avoir des attentes voilà, extraordinaires. Mais bon, j'étais bien, quoi. J'étais bien. Je crois que c'est ce qui a fait que voilà, je gagne un premier match, je gagne un deuxième où je bats Jiří Novák, et là j'en gagne un troisième, je bats Spadea, je bats Melzer. Donc voilà, ouais, j'étais dans une certaine plénitude, mais sans jouer, encore une fois, monstrueux, mais en étant voilà vraiment. Ah, je répète ce mot-là, mais c'est important, en étant vraiment solide, étant vraiment rigoureux dans ce que je faisais, dans mes plans de jeu, dans mes analyses, dans ma gestion de mes émotions, gestion de certains moments. Bon, il n'y a pas eu, je veux dire, la victoire au bout sur ce tournoi-là, mais bon, je pense que ça a été voilà, une bonne prise de conscience et me permettre aussi de voir que j'étais capable voilà, de jouer à ce niveau-là et d'aller au bout de certains tournois. Voilà, c'est enrichissant, c'est gratifiant après de nombreuses années où on fait des efforts et on veut atteindre certains objectifs. Et jouer Roddick, numéro 3 mondial, qui sert l'acier en finale, ça te faisait quoi? Alors, bon, j'avais joué je pense, deux ou trois fois avant, notamment à Key Biscayne. J'avais perdu 7-6 au troisième en ayant des occasions. Je l'avais joué à Indianapolis aussi. Même chose, je mène un set, un break, je perds au troisième. Et je crois que je perds 7-5 au troisième. Donc, je savais à quoi m'attendre. J'avais fait des bons matchs contre lui. Et je crois que, bon, là, c'était peut-être la seule différence, c'était en indoor. Et je pense que, bon, lui avait fait un match très, très solide. Moi, j'avais été, je pense, dans la continuité. La semaine avait été dans la continuité. Simplement, les choses se sont goupillées un petit peu différemment. J'ai eu un début de match un peu compliqué. Il y a eu des jeux accrochés qui n'ont pas tourné dans mon sens et hop, tout de suite j'ai un petit peu perdu on va dire le cours du jeu, les choses se sont enchaînées dans le mauvais sens. Bon, je perds 6-0 au premier set et ensuite moi je fais un bon deuxième set, mais bon, je me retrouve, je perds un break, je perds 6-4. Encore une fois, bon, tu joues une finale, il y a des choses qui sont un peu inconscientes. Peuvent éventuellement te rattraper à un moment donné. Et puis bon, voilà, il était troisième mondial à ce moment-là. Je pense qu'il lui aussi avait énormément évolué dans son jeu. Mais effectivement, ça avait été une semaine géniale, tout du moins. Je pense qu'après après ce tournoi-là, je pense que il me semble que j'étais peut-être 50, 51, 51 ou 52 au niveau du classement. Donc ça avait été... Je crois que tu tapes le top 50 à ce moment-là, tu es 48e, il me semble. C'était à ce moment-là? Ok, ok. Donc ouais, c'était effectivement. Donc là aussi, ça a été en termes de rêve, en termes d'objectifs. Je vais pas dire un rêve de faire une finale, non. Comme je disais, premier rêve de se dire un jour peut-être de rentrer dans les 100 premiers. Voilà, hop,
j'y suis. Ensuite, bon, quels sont les objectifs, ainsi de suite. Donc, bon, les objectifs ont été essayer de rentrer dans les 50 premiers. Ouais. Donc là, bon, il y a un autre cap qui est passé. Donc, pareil, il y a une satisfaction, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Tu t'étais fixé un autre palier après le top 50? Ouais, il y avait eu un autre palier de rentrer dans les 30 premiers, parce que je pense que c'est important de franchir les étapes, toujours, voilà, essayer d'avoir des objectifs réalisables et pouvoir toujours continuer à aller de l'avant. Comment t'expliques que tu n'aies pas forcément accompli cet objectif-là? Je vais revenir sur un point qui a été, comme je te l'ai dit un peu plus tôt, sur cette période un petit peu aussi de terre battue, tu vois. Donc, dans ces moments-là, ça a été quelque chose de difficile pour moi, puisqu'en général, mes saisons sur terre battue étaient compliquées. J'avais très peu de résultats. Et donc, à ce moment-là, je me retrouve à rentrer dans tous les tournois du Grand Chelem. Dans tous les tournois des Masters, le Master 1000. Bon, quand tu te retrouves à rentrer dans tous ces tournois-là, tu fais partie des 50 meilleurs. Il y a plus de premier tour où tu vas pouvoir essayer de tirer tes billes. Donc tout de suite, il faut jouer son meilleur niveau. Et je pense que voilà, mon niveau sur terre battue n'était pas le niveau que je pouvais avoir sur dur ou sur gazon ou en indoor. Et je pense que je me suis mis beaucoup de pression, quoi. Et c'est vrai que j'ai une période un peu difficile, quoi, où j'ai quand même j'ai perdu en prenant en compte la période de terre battue, j'ai perdu 11 fois au premier tour. Sur le plan mental, ça a été compliqué pour moi. Ça a été une période après très compliquée où j'ai commencé à me poser quand même pas mal de questions. Bon, quand tu perds 11 fois au premier tour, ta confiance, elle est touchée. Et puis tu te retrouves, t'espères, tu dis bon, voilà, là ça va, je vais jouer. La période sur gazon arrive. Ok, je vais de nouveau pouvoir repartir vers l'avant. Et puis tu te rends compte que tu doutes, quoi. Donc c'est un peu plus difficile. Tu gagnes des matchs par-ci, par-là, mais bon, pareil. Après la période sur dur qui arrive et c'est un petit peu la même chose. Et tu perds sur comme des mecs que tu battais et tu te sens toujours un peu moins bien. Donc il faut du temps pour. Il m'a fallu du temps, voilà, pour remettre voilà ma confiance où elle était. Et c'est ce qui je pense, m'a pénalisé à un moment donné. Ouais. Et t'as fait quoi? T'es sorti des 100 à ce moment-là et t'es revenu plus tard? Ça s'est passé comment? Non, je suis pas sorti des 100, mais j'ai perdu pas mal de place. Ensuite, j'ai recommencé un petit peu à gagner. Je suis ressorti un peu des 100. Après, je suis revenu, mais bon, après j'ai été blessé. Donc ça aussi, ça m'a pas aidé. Tu commences à douter, tu es un peu plus fragile. Tu perds des places au classement. Et puis après, pour revenir, c'est plus difficile. Il faut se donner du temps. On est souvent impatient. Donc, Tu disais que tu bossais beaucoup mentalement pour gérer tes émotions. Est-ce que de temps en temps, tu étais du genre à péter des câbles? Et si oui, est-ce que tu te souviens ton plus gros pétage de câble sur un tour? alors bon, moi, je suis un garçon qui garde quand même pas mal de choses à l'intérieur. Donc, ça boue à l'intérieur. On va dire gros pétage de plomb. Ouais, il y avait l'ATP de Toulouse à l'époque. Dernier tour des qualifs. Je me souviens plus honnêtement de mon classement. Je me souviens plus vraiment de mon classement, mais je jouais bien à ce moment-là. Et il me semble, je crois que j'avais joué SQD au dernier tour des qualifs. Je jouais vraiment bien. J'ai eu des balles de match, j'avais perdu et j'étais mais foudrage. Tu vois, j'avais cassé quatre raquettes d'affilée à la fin du match au bord du court. Donc ça a été mon plus gros, on va dire, pétage de câble. Ouais. Ouais. Une grosse amende? Non, j'avais eu un gros avertissement du superviseur, mais bon, j'avais été chanceux, j'avais pas eu d'amende. T'en as pas trop pris pendant ta carrière? Honnêtement, bon. Bon, j'ai eu peut-être cassé quelques raquettes, mais rien d'extraordinaire. Il y a donc cette fois aussi où tu bats Coria à Bercy. Roland, t'as pas réussi à passer. Non, alors si je reviens sur ça, non, à Bercy, non, j'avais pas battu Correa. À Bercy, j'avais battu Luis Horna au premier tour. Derrière, Non. Herbati, non? je bats Herbati, exact, et je perds ensuite sur Soderling. Ah yes. Comment tu gérais le Ouais. fait de jouer à Roland ou à Bercy devant le public français? Plutôt bien, j'avais pas plus d'attente que ça. J'aimais bien y jouer. Comme je te dis de nouveau, hein, je reviens sur ce truc de terre battue qui était pour moi plus
on va dire un blocage. Je pense que c'est plus un blocage, ouais, un blocage mental, quoi, hein, de me sentir capable de jouer, voilà, à mon meilleur niveau et non pas croire que je doive, voilà, faire des ajustements dans mon jeu parce que je joue sur telle ou telle surface. Donc, j'ai eu du mal sur ça, mais j'ai pu faire de bons matchs. Hein, malheureusement, j'ai jamais passé un tour, donc c'est dommage. Bon, je reviens sur une année où je joue Gonzalez, où je perds 7-5 au troisième, en ayant, bon, aussi, c'est ce que je me souviens, pas mal d'occasions. Je joue Henman aussi. Je crois Henman, c'est quoi, 2004 ou 2005, je joue Team Henman, pareil. Je joue sur le Land Glen où je mène 2-7. Un break au troisième et là malheureusement ce qui m'est arrivé vraiment très très rarement dans ma carrière, je commence à cramper à la main. Ben, je me retrouve à perdre 7-6 et puis reviens dans le match et puis je me retrouve à perdre le quatrième et je break au cinquième et je me retrouve à perdre le cinquième, je crois que c'est 6-4 ou 7-5 Ouais, ouais. alors que bon, je veux dire c'est un match voilà, quand j'y pense que je dois gagner. Et bon, encore une fois, après, on sait pas ce qui peut se passer par la suite. On peut prendre effectivement, ça peut débloquer certaines choses. Et bon, on va dire de ce que je me souviens, cette année-là, il fait demi-finale à Roland, quoi. Donc ça joue à rien. Il y a des moments comme ça, un peu dans ta carrière où tu perds certains matchs et tu te dis, putain, si celui-là je l'avais gagné, ça pouvait débloquer pas mal de choses. Donc, mais encore une fois, j'aimais jouer à Roland, j'aimais l'ambiance, j'avais pas forcément, si tu veux, le sentiment ou la sensation ou de devoir en faire plus pour montrer plus parce que tu joues à Roland devant, bah, ça peut être des Français, devant tes amis, devant voilà, X ou X personnes ou la fédération. Non, Bercy, j'ai énormément aimé jouer à Bercy. Les conditions qui t'allaient bien. Ouais, ouais, les conditions en indoor, une surface voilà, plus ou moins rapide, cette ambiance, c'était l'idéal. Jouer sur le central. Après, quand tu joues sur le cours 1 ou le cours 2, pour moi, c'est complètement différent, quoi. Tu rêvais de la Fed Cup? La Fed Cup, la Coupe Davis, pardon. la, la Coupe Davis, bien sûr. En tant que joueur, en tant que sportif, on a tous le rêve un jour de porter, de jouer pour son pays. Donc oui, moi, ça a été un de mes objectifs à un moment donné, mais pas un des objectifs prioritaires. Je me suis toujours dit que si je venais à bien jouer, à gagner des matchs, à évoluer dans mon jeu, ça viendrait à un moment donné. C'est un de mes regrets. De pas avoir pu, on va dire tout du moins dans un premier temps, être dans l'équipe et ensuite avoir la possibilité de jouer. J'ai eu la possibilité à un moment donné, bon, au cours de circonstances, il y avait eu, je crois, peut-être deux blessés. Mais bon, j'étais dans les 3-4 premiers Français. Et, j'avais ma place dans l'équipe. Après, encore une fois, voilà, je reviens. Je pense qu'il y a des concours de circonstances. Par deux fois, une surface qui avait été choisie, qui avait été la terre battue et qui, effectivement, ne m'avantageait pas, malheureusement, à ce moment-là. Et donc, il y avait des choix qui avaient été faits. Notamment, c'était Guy qui était le capitaine à cette époque-là. Et voilà, il avait fait des choix. Je crois que ça avait été Thierry Assion qui avait été choisi à ma place. Ensuite, il y avait Gaël qui commençait à monter, qui était jeune encore, mais bon, qui avait été pris dans l'équipe. Donc, il y a eu à trois occasions, il y a eu à trois rencontres où je méritais d'être dans l'équipe. Voilà. Le joueur avec lequel tu te marrais le plus sur le circuit, c'était lequel? Moi, honnêtement, j'ai toujours eu de bons rapports avec tous les mecs. Je m'entends très bien je m'entends très bien avec Sébastien Grosjean, toujours bien entendu avec Arnaud, soit avec Mika Lodra, avec Nico Mahut. Donc, honnêtement, avec tous les gars, on a toujours, voilà, passé des bons moments ensemble. Ouais, il n'y a jamais eu, à mon souvenir, d'accrochage ou de conflit, quoi que ce soit. Toi, à ton époque, c'était la fin de Agassi, Sampras, et après c'était Hewitt, Roddick, Nalbandian, numéro un. Est-ce que tu as des anecdotes vécues en dehors du cours avec ces monstres du tennis? Écoute, avec Hewitt, non, bon, je l'ai joué deux fois, rien de plus. Roddick, la fois où moi je trouvais qu'il avait, bon, un peu particulier, mais je pense un mec sympa aussi, notamment après le tournoi de San José où j'avais
trouvé ça très très sympa. Il m'avait proposé donc comme on avait fini quand même assez tard, on repartait sur le tournoi derrière d'Indianapolis et il m'avait proposé de voyager avec lui et son équipe en jet privé. Beau gosse. Ça avait été très très sympa de sa part. Après Nalbandian, non. Par contre, moi, très très sympa et c'est Agassi quoi. Pour moi, c'est un mec honnêtement assez incroyable. T'as vécu Je me deux, suis trois trucs avec lui? Ouais, je me suis entraîné avec lui quelques fois. Et tout ça a toujours été un mec super sympa. Voilà, demander comment c'est, tout mon jeu, raconter des anecdotes sur certains tournois, c'était notamment à Indianapolis. Il jouait, je sais plus trop qui, il faisait une chaleur incroyable, qu'il avait vomi, ainsi de suite. Donc voilà, il avait terminé effectivement par gagner le tournoi. Mais non, mais très très sympa. Ça, il y a une anecdote aussi avec lui où en fait, donc c'est la US Open, je pense que c'est premier au deuxième tour où je bats Ruseski 7-6 au tie-break du troisième en sauvant une balle de match sur le service de Ruseski, en sortant deux points assez incroyables. Je me retrouve avec lui et Steffi Graf, son épouse, donc mon épouse et moi-même dans la garderie des enfants, parce qu'à l'époque, bon, ouais, ma fille était petite. Je pense que c'était leur garçon ou leur fille qui était aussi en bas âge. Et il me dit, waouh, Cyril, tu as joué deux points incroyables. Donc c'était assez exceptionnel. Donc voilà, on avait un petit peu rigolé sur ça, un petit peu discuté. Donc ça avait été assez sympa venant d'un mec comme lui. Voilà, il n'avait pas forcément besoin de le faire, mais je pense que ça lui est venu naturellement. Et je pense que c'est ce qui dégage comme personnage. Donc je pense que c'est plutôt bien pour un champion comme ça. C'est extraordinaire. Un peu plus rare sur le cas que voilà, on va dire Sampras qui était complètement l'opposé. Donc à cette époque-là, on va dire donc c'était plus rare. C'était beaucoup plus rare de voir, on va dire les meilleurs voilà, partager des petites choses comme ça avec les autres. Ça c'est l'expérience que j'ai pu avoir. Sur le circuit, pendant ta carrière, tu as gagné 1 391 494 $. Est-ce que tu as réussi à faire fructifier cet argent ou tu l'as constamment réinvesti dans ta structure d'entraînement? J'ai énormément réinvesti. Ça fait partie de l'évolution. Quand tu as besoin voilà, d'avancer, quand tu as des objectifs, il faut se donner les moyens. Et je me suis donné les moyens puisque bon, j'ai toujours eu un coach tennis qui m'a suivi. Voilà, comme je l'ai dit, un très grand nombre de semaines. À un moment donné, j'ai un préparateur physique aussi. Comme je l'ai dit, pendant plus de 6 ans, j'ai bossé avec un préparateur mental, avec Anthony Giraud. Donc, c'est la même chose. Hein, c'est un investissement. Après, j'ai exploité sur le plan nutritionnel aussi. Donc, j'ai eu un nutritionniste. Donc, voilà, c'est un investissement aussi. Moi, je pars du principe qu'il faut investir pour récolter quelque chose à un moment donné et voir récolter quelque chose de gros. S'il n'y a pas d'investissement ou si c'est vraiment très minime, tu ne vas pas récolter grand-chose. Ça, c'est ma vision. Tu te Ça, souviens c'est ma combien vision. coûtait une saison en moyenne? À l'époque, hein, c'est différent d'aujourd'hui. Effectivement, le prize money est complètement différent. Pareil, hein, je pense que voilà, tout a évolué, que ce soit voilà, le salaire des coachs est plus élevé aujourd'hui. Donc beaucoup de choses sont différentes, mais je pense que c'était aux alentours des 150 000, 150 000, Ouais, quand même. des Ça... 150 000. Donc Ah, c'est important. Moi, sur des années où, on va dire sur mes meilleures années, je pense que je tournais aux alentours on va dire entre 350 000 et 450 000 dollars. net? Non, pas net. Donc, comme je t'ai dit, tu lèves un bon 150 000, tu lèves tes taxes, donc voilà, donc tu vois ce qui te reste à la fin, quoi. Donc au fil des années, et ça n'a rien à voir aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, tous les joueurs qui ont joué à cette époque-là, en jouant aujourd'hui, voilà, ils font deux, trois fois ce que j'ai pu faire, quoi. Ça n'a rien à voir. Tu as rapidement vécu en Floride et je me souviens que les Joe Tsonga et Gaël Monfils, quand ils sont arrivés, quand ils étaient jeunes, ont investi à Miami dans l'immobilier au début de leur carrière parce que c'était encore hyper abordable. Est-ce que tu as réussi à placer un peu ton argent comme ça dans l'immobilier aux États-Unis ou pas forcément? Si, non, non, moi j'avais placé, effectivement, moi je suis arrivé aux États-Unis en 2002, donc j'ai effectivement investi à ce moment-là. Ensuite, voilà, quand j'ai arrêté ma carrière,
C'est vrai que c'est tombé, on va dire 2009, 2008, 2009, où il y a eu après le crack boursier, crack économique et tout ça. Donc bon, j'ai eu la chance de revendre certains biens à ce moment-là. Donc, je suis plutôt bien débrouillé. Au final, ça a reflambé depuis. Ouais, il y a eu une remontée effectivement. Hein. Il y a eu de très très bonnes années. Je pense que l'économie américaine avant cette épidémie là de coronavirus, elle était au plus haut que ce qu'a pu connaître les États-Unis depuis son histoire. Donc ouais, mais bon là, on va voir un petit peu comment ça va évoluer dans les mois à venir. Mais je pense qu'il va y avoir une chute de nouveau. Ça a été un crève-cœur pour toi de prendre ta retraite sportive? Ça a été difficile, sans l'être à un moment donné. Je pense que j'étais dans une période qui était compliquée, avec des blessures, avec sans voir forcément un peu la lumière au bout du tunnel. Ouais, c'était compliqué. Ça a été compliqué pour moi de prendre la décision, mais en même temps, voilà, je me voyais pas repartir au charbon, essayer voilà, de me donner du temps pour revenir parmi les meilleurs, voilà, avec d'autres objectifs derrière. Donc j'ai préféré m'arrêter et partir sur d'autres objectifs. Avec le recul, ouais, il y a toujours un petit peu de. Même si on dit, bon, je pense que tout sportif, hein, même si on dit, oh, on n'a pas de regret à moins de voilà d'avoir accompli des choses extraordinaires, mais il y en a très peu qui peuvent le dire. Il y a toujours un regret. Il y a toujours un ou des regrets. Voilà. C'est pas, voilà, plusieurs regrets, mais il y a toujours, je pense, deux, trois regrets derrière qui font que, voilà, on se dit, soit on aurait pu continuer un peu plus longtemps, soit c'est de pas avoir voilà, accompli certaines choses à un moment donné parce que ben, j'aurais dû faire ceci ou cela. Ça fait partie de l'être humain lui-même. Hein. Derrière, tu as enchaîné sur un projet avec la Fédé en accompagnant Olivier Patience et Florent Serra. T'avais kiffé cette période-là? Ouais, j'étais reparti assez rapidement. Voilà, j'avais passé mes diplômes à la fédération. Puis rapidement, Patrice Dominguez m'avait proposé voilà, de repartir sur le circuit en tant qu'entraîneur national avec Olivier Patience et Florent Serra. Donc ouais, donc moi c'était bien parce que voilà, repartir sur le circuit, voilà, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est ce que j'aime, la compétition, voilà, progresser, s'améliorer. C'était un peu différent, c'était en tant que coach, mais apporter le maximum à mes joueurs, à leur permettre d'évoluer, moi d'évoluer aussi en tant que coach, parce que bah, quand tu débutes, c'est différent. Donc c'est pour ça que je pense que c'était important pour moi de passer mes diplômes et de comprendre voilà, l'aspect pédagogique, psychologique du coach de tennis et pouvoir à tout niveau. Hein, je vais pas dire parce que bon, j'ai repris, j'ai fait des heures dans des clubs, ainsi de suite. Donc ça, je pense que c'est très important. C'est pas parce que tu as été un très bon joueur de tennis que tu vas devenir un très bon coach de tennis et de revenir à la base et de voir voilà l'évolution et comment on travaille avec tel ou tel type de joueur, tel ou tel niveau, très très enrichissant. Et donc j'ai Tu te souviens d'une anecdote avec ces jeunes loups? avec ces jeunes loups, ben avec Olivier, bon moi j'ai toujours on est toujours super potes. On a eu des très bons moments sur des tournois, pas forcément de galère, mais bon où il a très bien joué sur des tournois. Je me souviens, il avait joué un tournoi en Russie. Il y avait rien. On était c'était même pas un resort, mais c'était allez, il y avait le club, il y avait juste des dortoirs avec un petit restaurant. Donc c'était assez lugubre. Et bon, il avait fait une super semaine parce il avait gagné le tournoi et il avait battu Istomin en finale. Donc voilà, s'il y a vraiment un truc que je me souviens avec Olive, c'est ça. Et voilà, bon, ça a toujours été ouais, un super gars qui adore la vie, qui adore voilà, prendre du bon temps dans tout un tas de choses. Donc c'était incroyable. Et avec Florent, c'était différent. Florent, c'était le mec super sérieux, vraiment dans son truc, qui s'accordait pas grand-chose. Donc voilà, différents bonhommes. Mais pareil, comme je disais, c'est pouvoir en tant que coach, pouvoir s'adapter, pouvoir apporter le maximum à son joueur, accepter voilà son fonctionnement, essayer de l'amener voilà progressivement dans certaines directions dans lesquelles tu penses que ben ça va lui apporter un plus dans son jeu, mais aussi sur le plan humain.
T'étais papa à ce moment-là? Il n'y avait pas un moment où tu te disais, je vais prendre un peu de recul, je vais moins voyager. C'était pas trop ta manière de penser? Oui et non. Après, je Ouais. voyageais pas toutes les semaines avec eux. Donc, je pense que l'équilibre avait été trouvé. Je pense que c'est important dans mon expérience et même aujourd'hui pour la vie de, je pense pour la vie de couple et notamment bon, toujours avec ma femme. Ça fait 25 ans. Voilà. Donc, ta carrière sportive, je pense que ta femme, si elle comprend et ainsi de suite, je pense qu'il y a un équilibre qui se crée. Et voilà. Et donc, à ce moment-là, quand je suis passé coach, c'est vrai que peut-être à un moment donné, en fin de ma carrière, je commençais à peut-être avoir un petit peu marre de voyager, un peu une lassitude de certaines choses. Mais après, quand tu bascules de l'autre côté, t'es pris par, comme je disais, t'es excité par le fait de vouloir, voilà, faire évoluer ton joueur, que ton joueur joue mieux, que ton joueur grandisse, voilà, à gagner des matchs, à gagner des tournois, trouver des solutions, ainsi de suite. Donc, t'es pris dans ce truc-là qui fait que, et comme je disais, tu gardes un équilibre. Et je pense que c'est quand tu es habitué à ça, je pense que c'est important. Il y a vraiment une cassure. Il peut y avoir une cassure à un moment donné où tu te dis bon voilà, je veux plus voyager, mais tout de suite après quelques mois, tu es de nouveau rattrapé par ce que tu as toujours vécu, quoi. Ce mode de fonctionnement là et qui crée un équilibre personnel et un équilibre familial aussi. Comment t'as atterri en Égypte ensuite? Alors comment j'ai atterri en Égypte? Donc pour moi ça a été une phase un peu difficile après avoir fait cette année avec Olivier Patience, avec Florence Serra dans la période de Patrice Dominguez, période où mon contrat n'a pas été renouvelé pour une des raisons qui était qu'à ce moment-là, c'était les élections. Il y a eu un nouveau président, c'était la bascule entre Gims et Gachassin. Le DTN aussi n'a plus été le même. Donc tout ça a fait que ça a été compliqué, c'était Patrice. Donc voilà, donc il n'y a pas eu de renouvellement. Donc moi, ça a été un petit peu compliqué. Donc je me suis retrouvé chez moi dans le sud. Les propositions étaient vraiment infimes, il n'y avait pas grand-chose du tout. Donc j'ai pu bosser pour la Ligue de Côte d'Azur à ce moment-là. Donc j'ai bossé une année sur le développement des jeunes, qui était intéressant, qui n'était pas pour moi une finalité en soi. Je pense que la Ligue de Côte d'Azur avait et a énormément de moyens et de possibilités. Mais encore une fois, comme je reviens et comme tu l'as énuméré et que tu l'as bien dit au début dans ma présentation, je pense que il y a une vision très cloîtrée, si tu veux, ce monde du tennis en France où on voit pas forcément une capacité à évoluer, à se dire bon ben voilà, il y en a telle ou telle personne qui arrive d'un certain niveau, qui a une vision qui est un petit peu différente, mais qui peut nous apporter certaines choses. Et non, on veut rester dans ce qu'on fait, on veut rester avec les personnes qu'on connaît. Il y a la peur de se dire, putain, il y a quelqu'un qui arrive, qui a des compétences, qui a une certaine vision, waouh, qui présente ça bien, qui peut, oh là là, on a peur pour notre poste, on a peur. Donc ça, je trouve ça très français. Honnêtement, je trouve ça très français. Je trouve ça très français, très diminutif, voilà, c'est pas terrible, quoi. Voilà, pour résumer, voilà. Et c'est ce que j'ai ressenti. Ça s'est arrêté parce que je ne me voyais pas continuer dans cette direction-là, n'ayant pas forcément d'objectif à long terme, voyant que rien n'allait se passer. J'étais toujours en contact avec Bernard Pestre à la fédération. Et donc Bernard me dit, écoute Cyril, j'ai une proposition pour aller diriger et entraîner en Égypte, Ouais. essayer de développer des jeunes, essayer de les amener à ce que la fédération égyptienne puisse voilà, avoir des nouveaux talents qui viennent. Est-ce que tu es intéressé? Donc j'ai dit, écoute, pourquoi pas, essayons de voir, de rentrer en contact, voir un petit peu ce que c'est, est-ce que c'est intéressant, pas intéressant. Voilà, je suis pas fermé par rapport à ça. Et donc voilà, donc j'ai exploré cette possibilité. Je suis rentré en contact avec un ancien grand joueur égyptien qui est Chafai, donc qui a été le meilleur égyptien pendant de nombreuses années et un des meilleurs, qui était un peu un vieux de la vieille. Et donc voilà, donc je l'ai rencontré, on s'est eu au téléphone au départ, ensuite j'ai été mon déplacement en Égypte pour le premier contact a été différé parce qu'à l'époque il y a eu la révolution arabe, donc c'est tombé dans une période assez mauvaise période. Donc, je suis parti un peu plus tard quand ça s'est calmé. Et écoute, j'ai été assez surpris. Je suis arrivé là-bas, donc bon, j'étais bien accueilli. Voilà, ils m'ont présenté le projet, présenté
voilà, les infrastructures, l'endroit où j'allais travailler, avec qui, ainsi de suite. T'as emmené ta Donc famille? voilà, donc je suis parti avec ma famille. Je suis D'accord. parti avec, bon, pas tout de suite. J'ai trouvé ça très intéressant, une super expérience. Travailler avec une culture différente, voilà, une vision différente, essayer de voilà d'amener mon expertise. Et ça avait été, écoute, intéressant. Et aujourd'hui, je suis toujours en contact avec certaines personnes là-bas qui me disent ah Cyril, ah, c'était super quand tu étais là, comme ça, comme ça. Donc c'est assez génial. Et comme petite anecdote, là, j'ai un gars qui m'a contacté, un Français, qui m'a contacté, qui est en contact avec effectivement la fédération égyptienne et le club où je travaillais, à Heliopolis Sporting Club. Je pense que le gars va travailler, va prendre le poste là dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Donc on discutait un petit peu, il me demandait un petit peu comment ça fonctionnait, ainsi de suite. Et alors, Intéressant. pour briefer un gars qui arrive dans une culture radicalement différente à la nôtre, quelles ont été les deux, trois orientations pour le briefer? Bah, je dirais que très bon environnement pour travailler. Ensuite, voilà, il faut être très directif, quoi. Voilà, je dirais avec une culture différente, comme la culture égyptienne, il faut être très très directif, voilà, très structuré. Effectivement, il faut qu'il y ait des règles, il faut être discipliné, il faut respecter. On revient, que ce soit pour diriger, que ce soit pour développer un jeune joueur, on revient à des valeurs qui sont très importantes et des valeurs que je viens de dire. Il faut avoir de la discipline, il faut avoir de la rigueur, il faut être structuré, voilà, il faut de la persévérance, il faut travailler, il faut encadrer. Et il y a que par ça où on développe des habitudes, on développe des routines et on se réfère à ça à un moment donné et puis on trouve de la confiance dans ça et ce qui permet de faire évoluer. Yes. D'ailleurs, tu as enchaîné sur un projet assez challengeant dans cette académie aux US. La Pro World Tennis Academy, tu disais Ouais. jusqu'à 60 jeunes, donc une grosse machine. Tu étais Ouais. directeur et entraîneur, c'est ça? Tout à fait. Alors, moi, je suis arrivé aux États-Unis. Donc, après l'Égypte, moi, avec la famille, on a toujours eu envie voilà, de revenir aux États-Unis. C'était vraiment voilà, une super expérience. Je pense qu'il y a effectivement un cadre de vie qui est exceptionnel. Il fait beau tout le temps. On va dire le monde du tennis aux États-Unis est, à mon avis, comme nulle part ailleurs. Voilà, énormément de monde qui joue au tennis, énormément de jeunes. Donc voilà, pour moi, ça a toujours été un facteur, je vais dire, important de se dire, bon ben voilà, aux États-Unis, il y a quand même beaucoup plus de choses à faire qu'en France, de part de mon expérience, mes différentes expériences qu'on a pu énumérer. Et donc voilà, donc je suis arrivé ici aux États-Unis sans rien pendant quelques mois. Bon, j'avais toujours des contacts, puis j'ai vu un petit peu. Il y a une académie, cette académie-là venait de démarrer. Je suis revenu en décembre 2012. Cette académie-là avait démarré en septembre 2012. Créé par qui? Donc, créé par un gars qui s'appelle, le gars est vénézuélien, équatorien italien, qui est Lorenzo Cava, un jeune gars qui a joué en université. Ok. Donc, il a créé cette académie. Il a acheté donc cette structure où il y a 17 cours, un clubhouse, donc qui est situé super bien à Delray Beach. Il y a eu différentes académies auparavant. L'Orange Bowl a été notamment joué sur ces terrains-là. Voilà, il y a beaucoup d'histoires sur cette structure. Et donc voilà, donc on a démarré, ils ont démarré avec trois, quatre joueurs. Et donc moi je suis arrivé donc en décembre 2012 et puis donc notamment parce que je connaissais très bien un gars qui s'appelle Horacio Rearte, qui est un Argentin qui a vécu pendant de nombreuses années en France, qui a bourlingué dans beaucoup d'endroits, qui a été coach sur le circuit aussi. Et donc il me dit Cyril, on a démarré ça, voilà, on est fin décembre. C'est les vacances, hop, on vient d'avoir un peu plus de jeunes à la semaine, est-ce que tu peux nous donner un coup de main? Donc voilà, donc j'ai commencé à leur donner un petit coup de main là, sur 2 semaines. Et ensuite, au mois de mars, de nouveau, ils m'ont redemandé, ils m'ont dit, Cyril, est-ce que tu peux nous aider? On a plus un peu plus de jeunes. Et puis voilà, et puis ça a cliqué avec le propriétaire. Et donc, il m'a dit, écoute, je veux que tu restes, on va structurer tout ça. Est-ce que tu peux nous aider à mettre en place voilà, la structure, comment on va s'organiser, comment on va pouvoir développer
comment on va avoir plus de joueurs, on veut former des bons joueurs. Donc voilà, donc ça a démarré comme ça. Et puis voilà, puis j'ai mis en place les choses. Et je pense on a fait du bon boulot parce qu'on a eu voilà, jusqu'à 60 joueurs. On a eu très bons joueurs. Honnêtement, on a eu Sonia Kenin Ouais. pendant 6 ans. Moi, je l'ai eu pendant 6 ans. On l'a aidé pendant 6 ans. Voilà, elle a gagné l'Orange Bowl elle avait 15 ans. Donc voilà, moi, j'ai travaillé beaucoup avec elle. On sait aujourd'hui où elle est. Alors, au cas où, pour les meilleurs d'entre vous, Sofia Kenin est une joueuse de tennis américaine, professionnelle sur le circuit depuis 2017. Elle s'est quand même envoyée l'Open d'Australie en 2020 alors qu'elle n'avait jamais dépassé les huitièmes de finale en Grand Chelem. Elle devient donc la plus jeune lauréate en Australie depuis Sharapova, qui avait 20 ans aussi, en 2008. Et sachez qu'elle est née le même jour que moi, un 14 novembre, à Moscou. Donc voilà, donc je pense que quand on revient en arrière, on a fait du bon boulot, il y a eu du développement de fait pendant de nombreuses années qui ont porté ses fruits. Donc ça, je pense que voilà, je pense que ça c'est une satisfaction. On a eu aussi Naomi Osaka. Moi, je m'en suis occupé personnellement pendant 1 an et demi. On a démarré ensemble, elle était 300 et quelques. Moi, j'ai arrêté ma collaboration avec elle. Elle rentrait dans les 100 premières. Elle était 90e après son 4e tour à l'Australian Open contre Azarenka. Donc voilà, même chose. On a vu où elle est arrivée aujourd'hui. Et j'ai été partisan de cette évolution-là, d'essayer j'ai porté la pièce à l'édifice. Donc voilà, on a eu d'autres jeunes aussi après qui ont gagné aussi l'Orange Bowl. On a une jeune là, Elvina, qui a gagné l'Orange Bowl en 14 ans. Donc ouais, on a fait du bon boulot. On a fait du bon boulot et même chose. Je pense après ces 6 années, je pense que j'étais arrivé au bout du projet. La vision de mon boss, c'était plus du tout la mienne. Donc j'ai préféré arrêter et puis voilà, partir sur d'autres objectifs. Donc bon, j'ai eu ma clientèle ici, donc je continue à m'occuper des jeunes. Voilà, je me suis occupé après, j'ai continué à voyager, je me suis occupé de Jenny Bouchard pendant 1 année, voilà, qui a eu des bons résultats, honnêtement, qui avait fait 2 finales, qui avait fait 3e ou 4e tour à Indian Wells, plutôt encourageante. Ensuite, bon, on sait très bien qu'après, moi, j'ai arrêté de bosser avec elle. Elle a eu un peu des années très compliquées et que ça continue. Donc voilà, il y a eu elle. Je me suis occupé d'une jeune américaine aussi, Kayla Day, une jeune américaine pendant quelques mois aussi. J'ai fait quelques semaines aussi avec Tennis Canada. J'ai bossé aussi avec Tennis Canada, avec Luigi Borfiga, avec Guillaume Raoux. Yes. J'ai bossé avec eux, notamment avec Bianca Andreescu, avec Carole Zhao aussi, une autre joueuse. Donc voilà, donc il y a eu des choses intéressantes. Et puis voilà. Puis aujourd'hui, j'ai démarré. Maintenant, ça fait 1 an et demi avec Sébastien à Grosjean. On a démarré un programme de haute performance là à Boca Raton. Donc on a entre 25 et 30 jeunes. Ouais. Voilà, on reste un petit groupe et on essaie de former des jeunes et d'essayer d'avoir d'ici quelques années de futurs pros, des jeunes aussi qui vont en collège parce qu'ici c'est très important. On va dire c'est un objectif numéro 1 ici aux États-Unis, notamment pour les parents, voilà, qui investissent pour que leurs jeunes, pour que leurs enfants puissent avoir un bon niveau et puissent pouvoir prétendre à jouer dans de très bonnes universités, avoir effectivement un système éducatif adapté aussi. Donc voilà un peu dans quel domaine je suis aujourd'hui. Yes. Et concernant l'anglais, j'imagine que tu bosses en anglais au quotidien. Tu l'avais appris sur la période où tu as vécu pendant ta carrière. Tu l'as appris sur le tas. Comment tu as géré l'apprentissage de la langue? Comment je l'ai géré je veux dire, ça s'est fait plutôt naturellement. Je pense que bon, le fait d'avoir été effectivement sur le circuit, voilà, j'ai commencé à parler. Là, je me suis amélioré. Le fait d'avoir bougé aux États-Unis en 2002 aussi m'a permis d'évoluer, de vivre au contact un peu plus d'Américains, de se débrouiller, Il faut que tu te débrouilles. Hein. Quand tu es tout seul, il faut que tu te débrouilles, il faut que tu t'appelles, tu achètes une maison.
Voilà, après, il faut tout mettre en place, il faut t'appeler pour l'électricité, pour l'eau, pour un tas de trucs. Donc voilà, tu te débrouilles et puis les choses se mettent en place et puis t'évolues, puis ton vocabulaire évolue. Et aujourd'hui, ben, je passe une très grande partie de la journée à parler en anglais tout le temps, quoi. Donc à part quand je suis à la maison où on parle en français, mais sinon c'est de l'anglais, non-stop. Et t'as l'accent de Toulon quand tu parles anglais ou pas? Non, j'ai pas l'accent de Toulon. Mais par contre, effectivement, quand je parle avec mes potes ou quand je reviens à Saint-Cyr, rapidement, je retrouve mon accent du sud. Rapidement. Je te rassure, je l'entends. Hein. Tu l'entends? Ah ouais. Tes Bah, c'est filles, bien ça. tes filles parlent un anglais parfait sans accent français du coup. Alors moi, j'ai une fille. Une seule fille qui s'appelle Victoire, qui va avoir 19 ans. Bon, à la maison, on parle français, mais bon, qui a effectivement l'accent, parle américain, avec l'accent américain, bien sûr. Et la place de Seb dans le projet professionnel dans lequel vous êtes ensemble, là, son rôle à lui, c'est Ouais. quoi dans cette structure? Alors, Tenium, c'est une plateforme tennistique. À la base, en fait, Tenium est propriétaire de certains tournois ATP, notamment de Buenos Aires, Envers? Anvers, voilà. Donc voilà, comme tu le dis, ils ont pas mal de choses. Il y a maintenant, ils font du management aussi de joueurs, donc du recrutement. Ils gèrent des joueurs. Et donc Tenium est on va dire, la première académie ici aux États-Unis qui a été mise en place donc par Tenium. Donc voilà, et notamment par Sébastien, dès qu'il est à Boca, on est tous les jours sur le terrain, le matin, l'après-midi, ça bosse. Et voilà, donc Sébastien est impliqué à 200% là-dedans. Et Je crois que tu joues pas mal au golf aussi, t'es combien? écoute, au golf, honnêtement, on va dire, je joue aux alentours de 12. C'est bon Aux ça? alentours des 12. Ouais, non, c'était bien. C'est bien. Voilà, ça évolue. Je peux jouer un peu mieux, mais voilà, je me situe dans ces eaux-là. Et si on devait te faire plaisir en t'offrant un bon cigare, ça serait lequel? Un bon cigare, on va dire, il n'y a pas mieux que les Cohiba. Mais bon, j'aime bien les Cubains. Il y a un qui s'appelle le cigare le Diplomaticos, Ouais. qui est un très très bon cigare aussi. Donc voilà. Donc c'est vrai que je suis très fan de cigares. J'adore le golf. J'aime beaucoup le vin aussi. C'est mes petits plaisirs. C'est bon ça. Pour terminer l'interview, j'ai quelques questions de fin. Quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie? L'expérience qui a été incroyable, je pense, ça a été la naissance de ma fille. Voilà, de voir l'évolution de son enfant au fil des années. C'est vrai que ça passe super vite. Ma fille a 19 ans, elle est en université. Et c'est vrai que quand on fait un petit peu le chemin arrière, on se dit waouh, c'est assez impressionnant. Donc on est assez fiers. Je suis très fier. Donc ça a été une de mes plus grandes expériences. Elle joue bien au tennis? Non, elle a joué un petit peu quand elle a démarré, elle a fait du mini-tennis, ensuite elle s'est arrêtée, elle a joué au golf pendant quelques années. Quand on est arrivé aussi aux États-Unis, elle a continué à jouer pendant quelques mois. Ensuite, elle a dit, papa, je veux arrêter, je veux plus jouer. Donc c'est vrai que quand on était en France, elle avait deux bonnes copines avec qui elle jouait tout le temps. Donc ça avait facilité. On sait très bien que, voilà, notamment chez les filles, à un jeune âge, c'est important. Ils n'ont pas la même motivation que ce qu'on peut avoir nous les garçons entre autres, de pouvoir aller jouer, d'avoir cette compétition, d'être meilleur. Et voilà, c'est différent chez les filles. Donc bon, il y avait cette facilité en France. Arrivé ici, ben malheureusement, ça a été un peu plus compliqué. Donc elle a arrêté de jouer au golf. Elle s'est remise au tennis pendant 3-4 ans. Elle a joué quand elle était en high school. Elle a joué pour son équipe. Mais là, depuis 2 ans, elle joue plus. Elle va pas forcément être athlète à l'université parce que ça coûte un bras l'univ aux US et être athlète, ça permet d'avoir une bourse, ça peut être un bon deal quoi. Effectivement, c'était un des objectifs aussi, mais bon, voilà, ça sera autrement. Sur le plan de l'école, elle travaille très 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 bien. C'est un facteur important. Est-ce que tu as un livre qui t'a marqué et que tu nous recommanderais? Honnêtement, je suis pas un dingue de lecture. Par contre, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, Houellebecq. Michel Voilà. Houellebecq, le poète. Michel Houellebecq, exactement. Exactement. Donc, c'est un de ses livres. Écoute, faudrait que je recherche, honnêtement. Je l'ai mangé, le livre, en rien de temps. Donc, ça, c'est assez rare pour moi. Il faut vraiment que je sois bien pris par l'histoire pour aller au bout, quoi. Est-ce que tu as un film référence? Un film référence. Bien aimé The Artist. Ok, original. Ouais.
Ouais. Le concert le plus ouf auquel tu es assisté? Coldplay, au Parc des Princes. Je crois avoir deviné, si je te demande la plus grosse période de doute de ta vie, est-ce que ça serait pas cette période où tu as enchaîné 11 premiers tours? Ça peut l'être d'un certain côté, mais ça n'a pas été celle-là. Je crois qu'il y a eu une période plus difficile, comme je t'ai dit, entre lorsque je bossais à la Fédé, ensuite un petit peu à la Ligue de Côte d'Azur. Ouais. Et là, j'ai eu une période un petit peu où il y avait pas grand-chose. Et ça avait pas été, évident aussi. Je pense que tu n'as plus de batterie dans les headphones. Comme je disais à un moment donné, ce qui est compliqué quand tu es joueur, tu es acteur. Voilà. C'est toi qui avances, c'est toi qui as ton projet. C'est différent. C'est différent quand tu es coach. T'attends un peu plus, malheureusement un peu plus des autres et tu maîtrises moins. Donc voilà, il y a eu aussi cette période qui a été un peu compliquée où pas mal de monde on t'oublie assez rapidement et c'est pas évident. Donc voilà, donc il y a eu cette période aussi qui n'était pas facile. Donc, on va faire la question d'après en 2 étapes. Comme tu coaches aujourd'hui, quels seraient les mots du Cyril, coach avisé, au Cyril qui était joueur et qui enchaînait les premiers tours? Qu'est-ce que tu lui dirais pour le remobiliser? Ce que je dirais, je pense il faut de la patience, il faut être patient, il faut essayer de rester calme, pas vouloir changer parce qu'il y a certaines choses qui fonctionnent pas. Voilà, c'est vraiment être beaucoup plus dans laisser le flow, quoi. Laisser les choses faire. Et le Cyril qui a pas mal rebondi professionnellement, qu'est-ce qu'il conseillerait quels seraient ses mots à celui qui était un peu dans l'entre-deux professionnel sur la reconversion? Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Un maximum, se forcer, aller vers l'avant. Je pense rester connecté. Je pense que ça, c'est une des choses les plus importantes. Garder ses contacts, pas hésiter à appeler, donner des nouvelles. C'est très, très important. Alors que des fois, on a tendance effectivement à attendre, à rester un peu plus en retrait. Mais non, il faut effectivement aller de l'avant. Est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien? Ouais, je vais dire ne te soucie pas de ce que tu ne peux pas contrôler. Très bien, voilà. À méditer. Je vois ton polo Lacoste qui envoie du fat. Vous êtes sponsorisé, l'académie est sponsorisée Lacoste? Ouais, avec Sébastien qui est ambassadeur Lacoste, effectivement, ça paraissait naturel qu'on soit sponsorisé par Lacoste et par Ed au niveau des raquettes. Et ton équipementier textile, quand tu étais sur le circuit, c'était quoi? Deux. J'ai eu Adidas au début. Ensuite, j'ai été quelques années avec Fila. Et ensuite, Adidas. Donc, voilà, ça a été les deux. Tu te souviens, le tout premier carton de fringues que tu as reçu? Est-ce que tu as ressenti? C'était incroyable. C'était incroyable. Tu as un carton qui arrive immense, avec plein d'affaires à l'intérieur. C'est assez incroyable. Même aujourd'hui, tu es toujours excité quand tu reçois un carton et que tu as des fringues. Ça, c'est aussi assez exceptionnel. Et notamment, après, tu es privilégié à un moment donné, quand tu joues les grands chelems et tout ça, que tu puisses aller sur un grand chelem, voir ton équipementier. Quand on sait que chaque équipementier sur les grands chelems, il y a une distribution par rapport aux nouvelles collections et qui fait que voilà, tu as des sacs, tu as des affaires à profusion, tu sais plus où les mettre. Donc, c'est toujours super excitant, super excitant. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast? Tu pourrais avoir Bernard Fritz. Bernard a été mon coach sur une transition entre 19 et 21. Et ensuite, j'ai eu pendant 7 ans, j'étais avec mon coach, ça a été Lionel Zembler. Lionel, c'est une longue histoire, mais en fait, comme je te disais au début, c'était moi quand je suis arrivé à William à Marseille, Bernard Fritz m'a aidé et donc je jouais pour l'équipe 1 du William. Lionel Zembler était à ce moment-là à 0. Son classement c'était à 0. Et voilà, donc on s'est connus, on a sympathisé, on est devenus amis et quelques années, peut-être 1 ou 2 années après, je cherchais un coach. Et voilà, écoute, ça se passait vraiment, on a une super relation et puis je trouvais ce qu'il faisait, son discours dans le tennis et sa passion ont fait que je lui ai demandé s'il voulait me coacher, s'il voulait voyager avec moi, de faire un essai. Et puis ça a démarré comme ça. Et lui a quitté son job qui n'était pas du tout dans le tennis. Ouais. Et puis on a fait l'aventure ensemble. Voilà, donc j'ai été son premier joueur.
Et il m'a amené voilà, à mon meilleur classement. Ça a été une super aventure et je crois que par la suite, effectivement, il a eu aussi de bonnes expériences avec différents joueurs et notamment avec Benoît Paire. Et voilà, et je pense qu'effectivement, Lionel est un très bon coach, un très bon gars. Un passionné, ouais. Mon mentor de PNL, Giro, tu es encore en contact ou pas? Ouais, je suis encore en contact. Ouais. Lui, maintenant, il vit en Asie, il est à Kuala Lumpur maintenant. Il fait beaucoup de consulting sur les grosses entreprises. Merci. Écoute, c'est très sympa. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour terminer, Cyril? Continuer à m'éclater dans ce que je fais, puis essayer au maximum de développer de bons joueurs et que puisse avoir encore des joueurs au plus haut niveau. Eh ben, je penserai fort à toi quand il y en a un qui pointe le bout de son nez. Exactement. Super. Allez, à la prochaine. À bientôt. Ciao. Salut. Merci aux vraies légendes qui sont encore là, les puristes qui écoutent jusqu'au bout. Un grand merci Cyril d'avoir joué le jeu. Envoyez votre épisode préféré à 2 amis fans de tennis. Vous leur ferez passer un moment cool et le bouche à oreille marche à merveille. Venez nous dire ce que vous avez aimé dans l'épisode avec 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. C'est la plateforme qui nous aide le plus à faire connaître la chaîne. Et vous lire est tout simplement un régal. Si vous êtes sur YouTube, même combat. Merci à Fangs, Mehdi, Labaye et Pistol Pete qui a dû nous laisser son 9e commentaire à lui tout seul. Donc vous aussi, qui nous écoutez depuis quelques temps, sortez votre plus belle plume et encouragez-nous. Vous êtes tout simplement notre moteur pour que le podcast tourne. Pistol nous dit d'ailleurs encore une interview légendaire avec Monsieur Rocus. Continuez. Et si vous voulez progresser dans votre jeu, vous avez 2 options pour le moment. Par la stat, grâce à 4 optimisations enregistrées avec notre expert Fabrice Barrault, et 7 clés pour muscler votre mental et reproduire le même niveau de jeu en match qu'à l'entraînement. Ces 2 contenus sont en lien gratuit en description. Foncez, c'est cadeau et ça nous fait plaisir. Merci aux tipeurs récurrents qui soutiennent notre travail. On a créé un compte dont le lien est en description. Parce qu'entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2 €, soit un café par mois, ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description de l'épisode. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Par avance, un grand merci à ceux qui remplissent le sondage. Merci pour le bouche à oreille, les commentaires et vos bonnes ondes de manière générale. Tous les liens sont juste en dessous, en description. À mardi prochain les légendes, prenez soin de vous. Ciao.